Je m'appelle Robert Reich, et la plupart des gens ignorent qu'au début de 2025, bien avant que les gros titres n'annoncent un défi frontal entre le Mexique et les États-Unis, un accord discret a suspendu des ARCL 25% que Trump voulait imposer à tous les biens mexicains, un mouvement qui aurait pu faire vaciller l'économie mexicaine et remanier les chaînes d'approvisionnement mondiales. Cette suspension, obtenue après une négociation tendue, fut un signe précoce que quelque chose de beaucoup plus profond se jouait entre Washington et Mexico, et que la lutte n'était pas simplement commerciale ou politique, mais conceptuelle, philosophique et structurelle. Ce que beaucoup ont du mal à saisir, c'est que cette confrontation entre les États-Unis et le Mexique n'est pas une querelle superficielle sur des chiffres ou des lignes sur une carte. Elle prend racine dans des décennies de déséquilibres historiques que personne n'a voulu regarder en face. Depuis l'après-guerre froide, les relations économiques et sécuritaires entre Washington et Mexico ont été façonnées par un rapport de dépendance asymétrique. Un partenaire plus petit mais indispensable sur le plan commercial, qui voit pourtant sa marge de manœuvre réduite par les leviers de pouvoir du géant du Nord. Cette asymétrie s'est accentuée avec la mondialisation et le développement des chaînes d'approvisionnement intégrées. Aujourd'hui, plus de 80% des exportations mexicaines se dirigent vers les États-Unis et cette intégration fait du Mexique un pilier du système industriel nord-américain, mais aussi une proie facile pour des politiques unilatérales. Sous la surface de cette interdépendance, il y a un vieux de plusieurs décennies. La lutte pour la souveraineté économique face aux pressions commerciales, sécuritaires et politiques externes, une lutte que les élites médiatiques des deux côtés ont souvent réduit à des discours populistes et des diatribes simplistes. Quand Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, il n'a pas inventé ce conflit, il l'a exacerbé. Son agenda, America First, a transformé une tension latente en une politique active. Menaces de tarifs punitifs, pression pour des concessions sur la migration, sur la sécurité des frontières et même sur la lutte contre le narcotrafic, le tout enveloppé dans une rhétorique nationaliste qui réduit souvent des questions complexes à des slogans agressifs. Ces tactiques ne sont pas seulement des coups politiques, ce sont des instruments d'influence géopolitique, des moyens de remodeler les règles du jeu en faveur des intérêts américains, même si cela signifie contourner des accords institutionnels établis comme l'accord États-Mexique-Canada, USMCA. Mais la véritable lutte ici est philosophique. Est-ce que la souveraineté d'un État comme le Mexique peut survivre lorsque son voisin du Nord exerce une pression croissante sur ses politiques économiques et sécuritaires? Est-ce qu'un pays peut maintenir son intégrité institutionnelle quand il est simultanément le principal fournisseur industriel et la cible de menaces commerciales et militaires? Quand Trump a évoqué des mesures extrêmes, y compris des frappes contre le narcotrafic ou une présence militaire américaine accrue, il a déplacé ce débat de la sphère économique vers un terrain qui touche directement à la cohésion nationale et au droit international. Claudia Sheinbaum, pour sa part, a compris que céder sur ces lignes rouges compromettrait non seulement la souveraineté mexicaine, mais aussi l'avenir de sa propre société. Alors qu'elle négocie avec Washington, elle se trouve à défendre l'idée même qu'on ne peut pas sacrifier l'autodétermination d'un peuple sur l'autel des intérêts d'un autre. Mais à quel prix? Cela soulève une question simple et puissante. Dans quelle mesure une nation peut-elle rester maître de son destin lorsque les pressions externes deviennent des contraintes internes? Cette bataille n'est pas terminée, et ce n'est pas qu'une affaire d'État. Elle redéfinit la manière dont les nations entendent la liberté, l'association et la responsabilité mutuelle dans un monde interdépendant. Ce tournant n'est pas arrivé par hasard, ni par une simple concession tactique. Il est né d'un moment où les intérêts de deux nations ont été poussés à un point de rupture, mais où l'histoire, la diplomatie et la sagesse ont forcé un pivot qui aurait pu tout changer. Pendant des semaines au début de 2025, Donald Trump a brandi la menace de tarifs douaniers de 25% sur les importations mexicaines, un levier conçu pour contraindre Mexico à agir sur des sujets comme la migration et le trafic de drogue, et pour remodeler les équilibres économiques de l'Amérique du Nord. Ces ARCL, qui auraient frappé des industries entières et envoyé des ondes de choc dans les chaînes d'approvisionnement, déjà fragilisées par la pandémie et la réorganisation mondiale, reposaient sur une interprétation expansive de l'International Emergency Economic Powers Act et de la politique America First. Pourtant, lorsqu'ils ont été annoncés, ce n'était pas une simple riposte commerciale, mais une pression géopolitique d'une rare intensité sur Mexico qui en était la cible. Claudia Sheinbaum a fait quelque chose que très peu de dirigeants dans l'histoire récente auraient osé faire face à une administration américaine belliqueuse. Elle n'a pas cédé à la rhétorique agressive, ni à l'idée que se soumettre serait la seule option pour éviter une crise immédiate. Elle a choisi la négociation plutôt que la confrontation directe, mais une négociation fondée sur des règles, des institutions et l'intérêt de millions de gens des deux côtés de la frontière. Elle a accepté de renforcer la sécurité à la frontière avec des unités de la garde nationale mexicaine, une mesure controversée pour certains dans son propre pays, non pas comme une capitulation, mais comme une stratégie pour désamorcer l'escalade et construire une base de confiance mutuelle. Cette action,
allié à une série de dialogues diplomatiques et de pauses dans le calendrier tarifaire, a permis de retarder et même suspendre l'application de ces tarifs destructeurs, montrant que la violence économique peut être contrée par la diplomatie structurée et la coopération. Ce qui est crucial ici, et ce que beaucoup ont mal interprété, c'est que cela n'a pas été une reddition économique. C'était une redéfinition du rapport de force. Plutôt que d'accepter une confrontation directe sur tous les fronts commerce, sécurité, narcotrafic, Sheinbaum a choisi d'échanger des concessions tactiques pour préserver le tissu économique et social de son pays. Elle a dit non à toute intervention militaire étrangère sur le sol mexicain, réaffirmant la souveraineté constitutionnelle de la nation face aux déclarations publiques de Trump sur les cartels et sur l'idée d'action au sol. Ces déclarations, bien qu'elles aient servi à renforcer son image à l'intérieur des États-Unis, auraient franchi une ligne rouge profonde pour le Mexique si elles avaient été suivies d'actes. En même temps, derrière cette stratégie, se trouve une compréhension subtile mais essentielle des mécanismes institutionnels du commerce international. Elle a joué avec les dispositions du USMCA, l'accord de libre-échange nord-américain, et les cadres diplomatiques existants pour montrer que le statu quo est souvent préférable à une rupture brutale. Elle a aussi souligné que l'effort de collaboration en matière de sécurité, extradition, arrestation de trafiquants, échange d'informations était plus efficace quand il était géré par des institutions légales plutôt que par des décisions unilatérales. La leçon ici n'est pas simplement que la diplomatie a gagné, mais que le pouvoir réel réside dans la capacité à créer des alternatives à la confrontation. Et cette alternative, centrée sur l'ordre institutionnel plutôt que sur la coercition, a transformé un moment de haute tension en une fenêtre d'opportunité pour redéfinir les relations entre deux grandes économies. C'est ce que les citoyens devraient comprendre. Les crises ne se résolvent pas uniquement par des bras de fer, mais par des stratégies qui honorent à la fois la souveraineté nationale et l'interdépendance inévitable des nations dans ce siècle complexe. Pour comprendre ce tournant, il faut plonger dans ce que les juristes et les diplomates appellent des mécanismes techniques. Ces textes de loi qui semblent abstraits mais qui, dans un monde interdépendant, deviennent des armes ou des boucliers. Quand Donald Trump est revenu à la Maison-Blanche, il s'est appuyé sur une loi très particulière, l'International Emergency Economic Powers Act, IEPA, une statut adoptée en 1977 qui donne au président des pouvoirs extraordinaires lorsqu'une urgence nationale est déclarée. Cette loi n'était jamais auparavant utilisée pour imposer des tarifs douaniers massifs. Elle était historiquement destinée à permettre au gouvernement de restreindre des transactions ou des importations dans des situations de crise externe. Pourtant, en février 2025, l'administration américaine a invoqué l'IEPA pour imposer 25% de droits supplémentaires sur les biens importés du Mexique et du Canada, ainsi que des droits sur d'autres partenaires commerciaux, au motif que afflux d'armes, de migrants illégaux et de drogue, constituait une menace nationale. Cette interprétation expansive a littéralement transformé une loi conçue pour des circonstances exceptionnelles en un outil central de politique commerciale. Mais il y a une autre loi qui se trouve au cœur de cette affaire et que peu de citoyens connaissent, le USMCA, ou accord Canada-Mexique, l'accord de libre-échange qui remplace l'ancien ALENA depuis 2020. Cet accord limite strictement la capacité des États-Unis à imposer des tarifs sur les produits provenant du Mexique ou du Canada, sauf dans des cas très spécifiques, comme une défaillance grave des engagements commerciaux ou un consensus entre les parties. En essayant d'imposer des tarifs via l'IEPA, l'administration Trump contourne les dispositions du USMCA qui, en théorie, devrait empêcher précisément ce genre d'action unilatérale. En réponse à cette stratégie, les dirigeants mexicains ont fait valoir que l'utilisation de l'IEPA violait l'esprit et la lettre de l'accord commercial, menaçant des emplois et des industries de part et d'autre de la frontière en perturbant des chaînes d'approvisionnement profondément intégrées. La bataille juridique qui s'ensuivit fut dramatique en soi. Des tribunaux américains ont même décidé que certaines des mesures imposées sous l'IEPA dépassaient clairement l'autorité présidentielle, rappelant que le pouvoir de fixer des droits de douane revient au Congrès, pas à un seul individu à la Maison-Blanche. Dans l'affaire VOS Élections, ANC v Trump, une cour fédérale a jugé que ces tarifs étaient contraires au droit, au motif que l'urgence invoquée n'était ni rare ni brève, comme la loi exige normalement, mais plutôt une situation prolongée que les institutions législatives doivent gérer. Face à ces défis juridiques et à une opinion publique divisée, Sheinbaum n'a pas seulement réagi politiquement. Elle a utilisé elle aussi le cadre institutionnel existant pour forcer une forme de dialogue structuré. Plutôt que d'entrer dans une guerre de pouvoir juridique sans fin, elle a conditionné la coopération sur la mise en œuvre effective de contrôles concrets, comme la réduction du trafic d'armes hautement puissantes vers le Mexique, un point que Washington avait longtemps négligé dans ses propres discussions internes sur la sécurité. En plaçant cet enjeu au centre des négociations, elle a transformé une dispute juridique en une conversation stratégique sur la manière de sécuriser réellement les frontières sans violer les traités ou les droits souverains des nations. Ce mélange de textes de loi,
de stratégie juridique, de traités commerciaux et de contrôles sécuritaires peut sembler aride, mais il révèle une vérité fondamentale. Dans notre monde globalisé, ce sont les lois qui déterminent qui a le levier du pouvoir, et non les slogans politiques. Et comprendre ces lois, leur portée, leurs limites, leurs applications est essentiel pour toute société qui veut réellement savoir qui tire les ficelles derrière les décisions qui affectent votre vie quotidienne. Pensons-nous ensemble sur ce que cela veut dire pour vous, le citoyen qui ne passe pas sa vie à décortiquer des traités ou des lois, mais qui sait quand il voit son pouvoir d'achat diminuer, quand le prix de l'essence augmente, ou quand un membre de sa famille perd son emploi. Ce que nous avons vécu avec ces menaces tarifaires n'est pas un débat abstrait réservé aux spécialistes, c'est une crise qui aurait touché directement votre compte en banque, votre emploi, votre sécurité économique et votre avenir. Quand l'administration américaine a envisagé d'imposer des droits de douane de 25% sur les biens provenant du Mexique, allant des pièces automobiles aux produits agricoles, cela aurait signifié un renchérissement immédiat des coûts de production pour les entreprises américaines. Ces coûts supplémentaires, selon des analyses économiques, se répercutent presque toujours sur les consommateurs sous forme de prix plus élevés pour les biens que vous achetez chaque jour, des denrées alimentaires aux pièces détachées de voitures ou aux appareils électroniques. Pensez-y pendant un moment. Une chaîne d'approvisionnement n'est pas un concept abstrait. C'est le chemin que chaque pièce, chaque composant et chaque aliment empruntent avant d'arriver dans votre main ou sur votre table. Ces chaînes de valeur sont intégrées entre les États-Unis et le Mexique à un niveau qui dépasse l'imagination. Plus de 1 000 milliards de dollars de biens traversent quotidiennement ces frontières, faisant du commerce un moteur central des économies des deux pays. Si ces tarifs avaient été appliqués sans suspension, les entreprises de logistique, de transport, d'automobile, d'agriculture et de matières premières auraient vu leurs coûts augmenter rapidement. Certaines auraient peut-être réduit leurs équipes ou même fermé des usines incapables d'absorber ces coûts, augmentant ainsi le chômage ou précarisant des familles qui dépendaient de ces emplois. Imaginez maintenant la situation d'une famille qui économise pour la scolarité de ses enfants ou les soins de santé et qui voit le prix de l'essence augmenter parce que des droits de douane frappent le pétrole importé ou que le coût des pièces automobiles grimpe, entraînant une hausse des coûts d'entretien de la voiture familiale. Ce n'est pas de la théorie. C'est une conséquence que des analystes économiques anticipaient clairement. Et si vous avez travaillé dans une usine de fabrication qui dépendait des exportations vers les États-Unis ou qui utilisait des pièces mexicaines, vous auriez été l'un des premiers à ressentir la pression, car une baisse de la production se traduit presque toujours par des pertes d'emplois ou des heures réduites tandis que les entreprises cherchent à réduire leurs coûts. Maintenant, posez-vous cette question simple et directe. Combien vaut-il pour vous qu'un marché fonctionne sans plutôt que sous l'épée de Damoclès d'une décision politique qui fait grimper vos dépenses quotidiennes? Parce que ce qui a été évité grâce à la décision stratégique d'instaurer un dialogue plutôt qu'une guerre tarifaire totale, c'est précisément cette augmentation franche des prix à la consommation, la perturbation massive des chaînes d'approvisionnement et une possible récession qui aurait frappé les économies des deux pays simultanément. Ce que cela signifie pour l'employé dans l'automobile à Détroit ou Monterrey, pour le chauffeur routier qui transporte des biens chaque jour, ou pour la famille qui achète des légumes mexicains ou une voiture américaine fabriquée avec des pièces mexicaines, ce sont des conséquences concrètes et immédiates sur leur qualité de vie et leur sécurité économique. Et c'est précisément pourquoi comprendre ces mécanismes n'est pas élitiste. C'est vital pour toute société qui veut protéger ses citoyens des mouvements de pouvoir qui peuvent faire vaciller une économie entière du jour au lendemain. Sous cette rhétorique sur la sécurité, la frontière et l'économie se cache une question bien plus profonde qui n'a rien d'abstrait. À qui appartient le droit de décider de la sécurité d'un territoire et de l'économie qui lui est attachée? Quand un gouvernement étranger menace d'intervenir militairement pour résoudre un problème interne, même sous couvert de lutte contre le narcotrafic, ce n'est pas seulement une opération stratégique, c'est un défi direct à la notion même de souveraineté. La présidente Claudia Sheinbaum a répété avec une fermeté tranquille que le Mexique ne veut ni besoin d'une intervention militaire américaine, réaffirmant que toute action doit respecter la constitution mexicaine et l'intégrité territoriale de son pays. Cette opposition n'est pas un simple refus tactique. C'est l'affirmation qu'aucune puissance externe, quelle qu'elle soit, ne peut décider à la place d'un peuple de sa manière de gérer ses problèmes internes, même lorsque ces problèmes affectent directement les intérêts de ce voisin puissant. Mais cette bataille est plus large encore. Elle se trouve au cœur de ce que signifie être une démocratie dans un monde interconnecté, où les décisions prises dans une capitale ont des effets économiques, sécuritaires et sociaux sur des millions, voire des milliards de vies bien au-delà de leurs frontières. Est-ce que des pressions extérieures, qu'elles se présentent sous forme de menaces tarifaires, de propositions d'intervention ou d'exigences politiques, doivent avoir le pouvoir de façonner les politiques internes d'un pays? Où chaque nation, aussi imbriquée soit-elle dans un ordre économique mondial, devrait-elle garder le droit de tracer sa route en défendant ses priorités sociales, économiques et culturelles? C'est bien là la question philosophique sous-jacente qui ne peut être éludée par des discours simplistes. Ce débat
devenu tangible dans les relations entre le Mexique et les États-Unis, est en réalité un miroir tendu à toutes les démocraties du monde. Jusqu'où la souveraineté nationale doit-elle être respectée lorsque des intérêts extérieurs, économiques ou politiques, cherchent à imposer leur vue? Peut-on vraiment parler de démocratie globale si les plus grands acteurs économiques et militaires peuvent presser ou contraindre les nations plus petites à accepter des diktats sous menace directe ou indirecte? Et quand ces pressions touchent des domaines aussi cruciaux que le contrôle des flux migratoires, la sécurité intérieure ou même le développement économique, la question devient encore plus pressante. Qu'est-ce qui est véritablement au service du peuple, l'ingérence sous couvert de sécurité ou le respect du choix souverain d'un pays? L'époque contemporaine nous enseigne que cette bataille philosophique n'est pas un débat académique réservé au sommet diplomatique. Elle s'exprime dans chaque décision commerciale, chaque accord de sécurité, chaque déclaration gouvernementale qui modifie la vie quotidienne des citoyens. Et elle résonne au-delà des Amériques, car des questions similaires émergent partout dans le monde où des puissances influentes rivalisent pour modeler les règles du jeu international. La vraie bataille n'est pas entre deux dirigeants ou entre deux États, elle est entre le respect de la dignité d'un peuple à décider de son avenir et les forces qui voudraient imposer leurs intérêts au nom de la sécurité ou de l'économie. Ce que nous avons vu jusqu'ici, ces batailles juridiques, ces jeux de pouvoir entre États, ces pressions économiques et ces désaccords frontaliers peut sembler lointain, presque technique. Mais rien n'est plus éloigné de la vérité. Car derrière chaque traité, chaque menace de tarifs ou de sanctions, il y a des êtres humains dont la vie est touchée, bouleversée ou modelée par ces décisions. Et la question fondamentale que chaque citoyen devrait se poser n'est pas quel est le pourcentage de droits de douane, mais plutôt qui décide de ce qui est bon pour moi, ma famille, ma sécurité, mon avenir. Dans toute démocratie digne de ce nom, cette question devrait être au cœur de la gouvernance et non reléguée à des experts dans des bureaux isolés. Parce que ce que les citoyens méritent réellement, ce n'est pas d'être manipulés par la peur ou des slogans simplistes, ni d'être réduits à de simples chiffres dans des bilans économiques qui ne reflètent jamais la valeur de leur vie quotidienne. Ils méritent une gouvernance qui soit transparente, compréhensible et rendue publique sans obstacles artificiels, une gouvernance qui refuse de cacher les conséquences réelles de ces décisions derrière des termes juridiques opaques. La doctrine du gouvernement ouvert en démocratie est claire à cet égard. Les citoyens doivent avoir le droit d'accéder aux documents, aux procédures et aux raisons qui motivent leurs gouvernants afin de pouvoir contrôler, critiquer et influencer les décisions publiques. Dans une société où les décisions économiques et sécuritaires sont prises à un niveau international ou bilatéral, il est impératif que les citoyens sachent comment ces décisions sont prises, pourquoi elles sont prises et qui en profite ou en souffrent réellement.